Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est l'histoire d'un homme qui chute. Au 5e livre de l'Enfer, Dante, soudain, tombe comme une pierre. Ou plutôt non, il tombe pétrifié. C'est l'histoire d'un vivant qui, sous le coup de l'émotion, tombe raide comme un cadavre. Et cadi come corpo morto cade, et je tombais comme tombe un corps mort. Qu'a-t-il vu qu'il a ainsi proprement médusé? Il a vu le désolant spectacle d'un amour réprouvé. Voilà comment ça s'est passé. Le poète arrive avec Virgile au 2e cercle de l'enfer, celui des luxurieux, et les luxurieux viennent à lui à la manière des échassiers, en ligne, ou plutôt en lignée. Et comme les grues vont chantant leur lait, en formant dans les airs une longue ligne, ainsi je vis venir, poussant des cris, des ombres emportées par cette tempête. Ils s'alignent, comme à la parade, ils forment comme une seule ligne mélodique, celle des laits. Étymologiquement, c'est une plainte qui se traîne, qui s'étire, mais eux-mêmes ne sont rien d'autre que de grands noms silencieux. Sémiramis, Didon, Cléopâtre, Hélène, Achille, Paris et le seul médiéval de la bande, Tristan. C'est que Dante n'est pas un visionnaire, au sens où il n'a pas vu l'enfer. Il le décrit en poète avec cette foi poétique qui est, comme le disait Samuel Coleridge, la suspension volontaire de l'incrédulité. Il finit donc par croire ce qu'il a écrit. Et voilà pourquoi il saisit ces personnages non comme des caractères, mais comme des instants. Aussi le poète appelle-t-il les deux amants rassemblés par la mort, Francesca et Paolo, qui vont rendre inoubliable le 5e livre de l'Enfer. Eux sortent du rang, ils ne sont pas alignés comme des grues, ils viennent non pas à grands tirs d'aile, mais ils s'approchent de nous à pas de colombe, comme deux colombes que le désir appelle. Pourquoi des colombes et pas des grues? Arrêtez de m'interrompre tout le temps, je vous le dirai à la fin, mais seulement à la fin. Comme à l'appel du désir des colombes, les ailes déployées droit vers leur doux nid viennent par les airs à leur vouloir porter. Voici Francesca da Polenta ou da Rimini, mâle uni, un Malatesta, Gianciotto, le déhanché. Elle aime son frère, Paolo, et elle fut tuée par son mari. Paolo ne peut pas parler, mais Francesca parle pour eux deux. Quand elle parle, Francesca dit « nous », écrit Dante. Elle ne parle pas pour se plaindre. Le repentir est interdit en enfer et elle sait que le châtiment est juste. Elle dit « nous » pour dire « nous sommes réprouvés, mais nous sommes réprouvés ensemble ». Et puisqu'elle peut continuer à aimer Paolo, partager l'enfer est pour elle une sorte de paradis. Voilà ce qui fait tomber d'émotion Dante au dernier vers du chant, et je tombais comme tombe un corps mort. En fait, il s'évanouit. Et quand il se réveille, quand il reprend ses esprits, au début du chant suivant, le 6e, eh bien, il a abordé une autre rive de la poésie amoureuse, qui est aussi une autre rive de la philosophie de la connaissance, puisque on a compris ensemble que la force philosophique de la poésie amoureuse au Moyen-Âge est qu'elle fait toujours, d'une certaine manière, de la poésie une métaphysique, parce que s'y entrelacent la connaissance du désir et le désir de la connaissance. Entre-temps, avant cette chute, les deux amants lui auront révélé qu'ils se sont embrassés pour la première fois en lisant sous un arbre l'histoire de Guenièvre et Lancelot. C'est au moment où la reine est baisée par un si bel amant que Paolo, raconte Francesca, Paolo qui jamais ne sera loin de moi, me baisa la bouche tout tremblant. Cas banal d'identification romanesque, dirions-nous, qui aimerait s'il n'avait jamais entendu parler d'amour. Nous aurions là
un cas de cristallisation stendhalienne dans lequel l'efficace sociale de la littérature chevaleresque résiderait, sinon dans sa manière de conformer des comportements, du moins dans sa capacité à les dire par avance. Point besoin ici d'un messager d'amour, comme Galeot le fut dans le Lancelot ou le Chevalier à la charrette, faisant le lien entre le chevalier et la reine Guenièvre. Ici, le messager d'amour, c'est le livre lui-même, ce qui fait écrire à Dante « Galeot fut le livre et celui qui l'écrit ». Et lorsque Boccace, 150 ans plus tard, débute son livre par l'Incipit, ici commence le livre qui a pour titre Décaméron et pour sous-titre Prince Galeot, dans lequel sont contenues 100 nouvelles dites en 10 jours par 7 dames et par 3 jeunes gens, il s'inscrit assurément dans la tradition de l'érotique courtoise du roman de Chrétien de Troyes, sauf que ce roman de Chrétien de Troyes et ce nom Galeot, il vient au filtre du souvenir dantesque. Et c'est d'ailleurs dans ses commentaires de la Commedia que Boccace fit en public aux Florentins à leur demande à partir de 1378 qu'il raconte longuement l'histoire tragique de Francesca et Paolo, reprise en effet des amours malheureuses de Lancelot et Guenièvre, histoire tragique mais véritable, dont Vittore Branca a écrit qu'elle pouvait être considérée comme la 101e nouvelle du Décaméron. Je me permets de vous renvoyer sur ce point au 3e cours de la seconde saison des fictions politiques donné ici en 2018 sous le titre « Un passé récent, Dante depuis Boccace ». Mais on peut sans doute aller plus loin dans l'étude de l'intertextualité. Enrico Malato a soutenu, et je le suivrai volontiers, que lorsque Francesca décrit la manière dont l'amour qui s'apprend vite au noble cœur arrache le sien, elle cite implicitement le traité de la passion immodérée qu'est le De Amore d'André Le Chapelain, qui nous avait occupé la semaine dernière. Elle assigne le sentiment amoureux à une véhémence potentiellement mortifère qui est celui de l'amour courtois. Si bien que lorsque Dante écrit « Galeot fut le livre et celui qui l'écrit », au moment même où il congédie cette philosophie de l'amour, il désigne un texte dont il taira désormais et le titre et l'auteur, se contentant d'en faire un messager d'amour, mais un amour qui mène à la mort des amants. Or, il s'agit, on l'a dit, de personnages historiques. C'est probablement vers 1285, dans la forteresse de Gradara, qui est une rocca de Malatesta de la côte adriatique des Marches, enfin entre les Marches et la Romagne, que Gianciotto Malatesta commit ce double assassinat, fratricide et féminicide. Je dis probablement, parce que si le crime est attesté, il n'a pas enclenché un cycle de vengeance entre la famille des Malatesta et celle des Da Polenta de Ravenne, dont Francesca a été originaire. C'est donc un événement contemporain de la jeunesse florentine de Dante Alighieri. Il a probablement 20 ans ou un peu moins en 1285, qui est marqué par une politique de l'amour, sa jeunesse, je veux dire, celle du Dolce Stil Nuovo, avec laquelle cette politique de l'amour, il rompt si spectaculairement 20 ans plus tard, lorsqu'il rédige sa Commedia en exil, qui est en même temps un adieu à la commune, à ses valeurs, à ses vertes années. Voilà ce qui fait tomber lourdement le poète, comme tombe un corps mort, bouleversé à l'idée que l'amour puisse mener à la mort. Incapable de faire taire sa compassion pour les amants, pour prononcer une condamnation morale, alors il s'évanouit. Et il s'évanouit en même temps que s'abolit le nom du livre qui enflamma sa jeunesse. Sa jeunesse. A tornar de la mente, quand il retrouva ses esprits, et avec eux la mémoire des amoureux tourmentés, il se réveille, je l'ai dit, sur une autre rive, celle où est le 3e cercle, celui des gourmands, couchés dans la boue, sous une pluie froide et noire.
Car Dante se fait désormais une autre philosophie de la force amoureuse, libérée de l'immodération, de cet amour qu'on dit courtois, et cette doctrine métaphysique se déploie amplement aux chants 17 et 18 du Purgatoire, en s'inspirant largement, comme l'a montré Rudi Imbard, de saint Thomas d'Aquin. C'est un amour bien tempéré, sagement agencé. Désormais, il est, je cite, la semence de toute vertu. Et elle est cette force motrice de l'univers dont Virgile, le guide de Dante, explique qu'elle agence, on l'a vu, le monde. Mais elle risque aussi toujours de le déstabiliser puisque tous les péchés trouvent leurs racines dans un amour qui se fourvoie. Dès lors, on l'avait déjà signalé lors de la première séance, dès lors qu'il s'égare vers un mauvais objet. Le naturel est toujours sans erreur, mais l'autre peut errer par mauvais objet ou pour avoir trop ou trop peu de vigueur. Oper troppo, oper poco di vigore. Voilà pourquoi il est difficile de ramener les politiques de l'amour que je tente d'organiser chronologiquement en les articulant à différents moments de l'histoire des pouvoirs et en le faisant en référence à la seule histoire littéraire et linéaire de ces principales doctrines. Quand bien même, l'on en parcourrait inévitablement les étapes principales. Les troubadours, voici 2 semaines, André Le Chapelain la fois dernière, Dante aujourd'hui. Pour s'éloigner de cette conception idéaliste à laquelle n'échappe d'ailleurs pas toujours l'histoire des émotions, sans doute doit-on demeurer attentif aux pratiques sociales, aux expériences politiques. Et ce fut l'objet de la séance précédente où, passant du temps de l'emprise féodale des XIe, XIIe siècles à celui de l'espace curial des XIIe, XIIIe, on quittait cette expression laïque des pouvoirs qui recodait les amitiés politiques dans le nouveau langage de l'amour pour comprendre sa confrontation avec le monde des écoles, de l'Église et du roi. Et si l'on a cherché la semaine dernière à décoder l'amour courtois, tel était le titre de la séance précédente, c'était certes pour chercher à déchiffrer ce texte complexe, ironique, dialogique, qu'est le De Amore d'André Le Chapelain, mais aussi pour mettre en doute sa nature de code ou de charte du fin amour, en s'approchant de son fonctionnement textuel, en l'intégrant à cette mouvance littéraire dans laquelle un patronyme comme celui de Chrétien de Troyes n'est peut-être lui-même qu'un nom de code, on cherchait en somme à comprendre comment un mode d'existence ou un style de vie était moins configuré par un code de comportement que préfiguré par une langue commune qui en exprimait, je l'ai dit, par avance, et les possibilités et les espérances. C'est ainsi sans doute que l'on doit décrire la jeunesse de Dante Alighieri, lorsqu'il est embarqué dans l'existence collective d'une brigata, de ces regroupements informels de jeunes aristocrates qui rivalisent d'inventivité et d'audace dans ce dolce stile nuovo dont Florence est alors le principal centre innovant. Qu'est-ce que le doux style nouveau ? Ce n'est pas seulement une manière d'aimer, ni une façon de chanter l'amour dans la lignée de la lyrique occitane, et notamment du trobar clus, c'est-à-dire d'une poésie qui est fermée, qui est faite de trouvailles hermétiques et de jongleries savantes, comme les sextines d'Arnaud Daniel, que Dante considérait comme le meilleur forgeron de la langue maternelle, car ces poètes italiens font partie, assurément, de cette internationale des troubadours dont on parlait. Mais le dolce stile nuovo constitue aussi une poésie du savoir, c'est-à-dire une volonté de connaissance qui aspire à la beauté. Et comme le remarquait fort bien Erich Auerbach, si nous ne comprenons plus de Dante que la beauté littéraire, si même nous la célébrons avec tant d'ardeur, c'est parce qu'en fait nous avons perdu la connaissance de ce qui l'animait. Donc ne reste plus que la beauté. Ce désir de connaissance,
S'il s'exprime dans la beauté savante d'une poésie amoureuse, cherchant à fonder dans la langue la connaissance du désir, passe par le décloisonnement de tous les savoirs. C'est une génération, celle qu'a décrit comme un portrait de groupe Emmanuel Ecoccia et Sylvain Piron, qui entre 1290 et 1330 à Florence, eh bien, s'y attelle. On retrouve Piero d'Albano, qui est médecin et philosophe. On retrouve Cino da Pistoia, qui est poète et juriste. Cecco d'Ascoli, qui est astronome et philosophe. À chaque fois, il y a un « et ». Ils font ceci et cela. Et Cecco d'Ascoli, par exemple, lui, il enseignait à Bologne et il s'appuyait notamment sur l'œuvre du poète juif Emanuele Romano, qui avait adapté le poème dantesque en hébreu. Et Cecco appartenait à ce groupe de lettrés juifs en dialogue avec la culture scolastique chrétienne. Son frère ou son cousin, Yehuda Romano, actif à Rome et Naples, traduit en hébreu Thomas d'Aquin, Albert le Grand et Gilles de Rome. Donc il y a autant de passages d'un savoir l'autre, d'une culture l'autre, qui contrevient au partage des disciplines dont l'ordre universitaire devait être le garant. Car cette culture savante est spécifiquement laïque, profondément engagée dans la cité, y compris dans le fonctionnement de ces institutions communales. Et d'ailleurs, ça a des conséquences essentielles, notamment sur le corps et sur la sexualité, parce que ces juristes, ces médecins, même universitaires, sont souvent mariés et pères de famille, ce qui signifie qu'ils peuvent produire des lignées, mais aussi, incidemment, permettre à leurs femmes ou à leurs filles de jouer un rôle, d'abord timide, dans ce nouveau partage des savoirs. Giovanni d'Andrea, spécialiste du droit de l'Église, travaillait ainsi avec sa femme et ses filles. On connaît à Florence une grammairienne, Clementia, une poétesse, compiuta donzella. Enfin, bref, comme l'a écrit Alain de Libera dans Pensée au Moyen-Âge, cette communauté des savoirs qui se définit ainsi dans cet ordre communal de l'Italie fin XIIIe, début XIVe, se définit donc avec la génération de Dante comme laïque, possiblement féminine, décloisonnant les savoirs, je cite Alain de Libera, transversale, éclatée ou plutôt inassignable à résidence, y compris celle du genre. Dante et ses compagnons pratiquaient donc cette poésie courtoise en langue vulgaire, également comme un art de combat pour séduire, pour vaincre des rivaux, pour humilier des ennemis, parce qu'il n'y a pas que les poèmes d'amour, il y a aussi tous les vers insultants, cette méchante poésie de la dénonciation que les vitupérateurs, c'est-à-dire ces poètes stipendiés par les grandes factions rivales de Florence, utilisaient comme des armes politiques. Donc d'une certaine manière, l'évolution de l'art des troubadours qui va vers sa politisation, les Cervantes, et vers son hermétisme, le Trobarclus, y trouve aussi d'une certaine manière son expression à Florence. Et donc, en ce sens, le jeune Dante, il est déjà pleinement intégré dans cette société communale fondamentalement agonistique qui se structure en réseau d'amitié, d'influence, de rivalité, et qui exprime notamment l'échange de lettres, puisque l'essentiel de la poésie italienne de ce temps était épistolaire. C'est ainsi qu'Elisa Brilli et Giuliano Milani ont entrepris récemment d'écrire une histoire documentaire des vies politiques de Dante, documentaire parce que scandé par les traces archivistiques qu'il a laissées dans les fonds publics, et privés d'ailleurs, et cette biographie, en ses débuts, prend appui sur deux documents qui sont contemporains. Le premier, c'est la cession d'une lettre de créance héritée de son père, et c'est la première fois qu'apparaît le nom de Dante Alighieri dans les archives florentines, et nous sommes en 1283. Et le deuxième, probablement aussi la même année 1283, c'est le sonnet à Ciaconalma qu'il a composé pour l'envoyer à ses amis et auquel ses amis ont répondu pour en discuter l'interprétation. Et cela commence ainsi. À chaque âme éprise,
à chaque cœur noble, à la vue de qui viennent ces mots-ci, afin qu'ils me donnent leur opinion, salut, au nom de leur Seigneur, amour. Or, de quoi s'agit-il? Du rêve qu'il fit et de la signification qu'il cherche à son réveil. Il a rêvé qu'une femme lui était apparue pour lui manger le cœur. Alors, ses amis en débattent, et à en lire le récit qu'il fait de ces commentaires adressés par ses amis à lui-même et qu'il commente lui-même dans sa Vita Nuova, on comprend que le sens réside moins dans la résolution d'une énigme poétique que dans l'expérience politique d'un cadre amical où l'on puisse en discuter. Autrement dit, ce qui est en jeu, dans tous les sens du terme, c'est un art politique de la délibération, qui est constitutif, évidemment, des pratiques civiques et des valeurs morales des institutions communales. Prenons un seul exemple. C'est d'ailleurs le plus éclatant. Il s'agit d'un sonnet de Guido Cavalcanti, le premier ami de Dante, écrit-il dans sa Vita Nuova, qui devient, dans l'enfer, Guido vostro, votre Guido, comme mise à distance. C'est cet ami brillant qu'on abandonne pour grandir, en l'occurrence chez Dante pour s'élever au ciel de l'amour vertueux. Parce qu'au fond, être en groupe, constituer un nous, c'est aussi apprendre à décevoir. De Cavalcanti, Dante écrit d'ailleurs dans sa Vita Nuova, il avait peut-être mis en moi, à cause des vers qu'il avait entendus, un espoir plus grand que je n'en étais digne. Peut-être est-ce lui aussi, Cavalcanti, qui tombe comme un corps mort dans l'évanouissement de la fin du 5e livre. Et je ne sais pas si l'on a mis en rapport le vers dantesque avec l'un de ses plus beaux sonnets, du chansonnier de Guido que je vous cite, mais en tout cas, pour moi, la correspondance me frappe. Voilà ce qu'écrivait Guido Cavalcanti. « Je vais comme un être sans vie, qui paraît à qui le regard d'un homme fait de bronze ou de pierre ou de bois, marchant seulement par artifice, per maestria, et portant dans le cœur une blessure, signe patent, aperto segno, de ce qu'il est mort. » Mais c'est d'un autre sonnet dont je veux parler, le fameux « Donna me prega », qui commence ainsi « Une dame me prie de parler d'un accident qui souvent est féroce et si hautain qu'on lui donne le nom d'amour. » Alors, c'est un sonnet très célèbre, donc toujours de Guido Cavalcanti, et sans doute ne doit-on pas le pétrarchiser, je veux dire l'interpréter de manière anachronique comme l'expression lyrique d'une subjectivité amoureuse. Cette interprétation, évidemment, s'imposera après Pétrarque à toute la poésie européenne au XVe et surtout au XVIe siècle. Parce que la dame qui presse le poète de définir l'amour comme un accident de l'âme, accident, c'est-à-dire un des termes les plus techniques de la philosophie aristotélicienne, cette dame, c'est peut-être un autre poème, celui de Guido Orlandi, Onde si muove et donde nasce amore, où se meut et d'où naît l'amour. Entendez par là, quel est son propre, quel est le lieu de sa demeure. À ces questions, l'autre Guido Cavalcanti entend répondre comme philosophe naturel. Donc, ce sont aussi des amis qui se posent des questions et dans un cadre très savant. Qu'est-ce que ça veut dire, philosophe naturel? Le terme renvoie ici à l'usage du syntagme loquens ut naturalis, parlant en physicien, dans les universités médiévales. Comme l'a montré Luca Bianchi, quand on dit « je parle en physicien », ça veut dire que je me limite à un domaine autonome de pensée qui est indépendant du contrôle exercé par les docteurs en théologie. C'est donc une position que l'on peut désigner avec mainte précaution comme avéroïste,
C'est-à-dire qu'il considère que l'homme peut se diviniser en assimilant sa propre intellection à l'intellect agent, l'intellect collectif. Puisque chez Averroès, et surtout chez les avéroïstes latins, c'est-à-dire ceux qui, je le rappelle, ont été condamnés par le syllabus d'Étienne Tempier en 1277, dont on a parlé la semaine dernière, parce que cette condamnation prenait en même temps le De Amore d'André Le Chapelain dans sa censure, au fond, pour ces avéroïstes latins, ce qui pensent, ce n'est pas l'individu, c'est la société. Sonia Gentile a suggéré que Guido Cavalcanti pourrait aussi répondre dans son sonnet à Jacques de Pistoia, magister de l'université de Bologne, qui lui dédie une quaestio dans les années 1290. Donc c'est à la fois comme lyrique d'amour et comme question philosophique qu'elle lut et débattu le sonnet à Florence jusqu'à Marcille-Ficin, mais aussi dans les milieux universitaires bolonais et à la cour de Sicile. Ainsi, le médecin Dino del Garbo, mort en 1327, commentateur du canon d'Avicenne, explique-t-il le poème en mobilisant tout l'arsenal philosophique, Aristote, Averroès, Avicenne, dans un texte que l'on connaît d'ailleurs par une copie autographe de Boccace. Donc il faut quand même voir effectivement quelle est l'ampleur à la fois philosophique et civique de ce mouvement de pensée. Et cette vague exégétique, extraordinaire quand même de penser que des sonnets aussi serrés, aussi hermétiques, comme ça, ont pu susciter tant d'intelligence collective, mais c'était fait pour ça, en somme. Eh bien, cette vague exégétique, d'une certaine manière, elle se poursuit aujourd'hui. Dans le sillage du colloque organisé ici même par Alain de Libera en 2015 sur Dante et l'avéroïsme, et publié 2 ans plus tard aux Belles Lettres avec Irène Rosier-Catache et Jean-Baptiste Brenet, ce dernier, Jean-Baptiste Brenet, avait engagé avec Giorgio Agamben un dialogue qui a donné lieu à la publication en 2018 chez Verdier d'un petit livre intitulé « Intellect d'amour » et qui est lui aussi une glose de ce même poème Donna me prega de Guido Cavalcanti. Alors, que retenir de cette archéologie du discours amoureux ? Essentiellement le lien qu'elle fait entre la phénoménologie de l'amour et la doctrine de l'intelligence. Ce qui noue l'acte intellectif, le fait de penser, et l'expérience amoureuse, c'est le fantasme, au sens propre, au sens technique, qui fait l'intelligible propre au sujet. Autrement dit, nous croyons penser avec nos cerveaux, nos propres cerveaux, alors que selon la doctrine avéroïste de l'intellect unique, nous pensons en nous conjoignant avec l'intellect collectif. Conjoignant, et le latin traduit le terme technique arabe itisal en copulation. La pensée m'appartient parce qu'elle a été imaginée et désirée, écrit Giorgio Agamben, qui, dans son texte, démontre philologiquement que 2 vers du sonnet de Cavalcanti sont empruntés au grand commentaire d'Averroès, et ainsi, c'est en désirant les images et en imaginant le désir que le sujet s'approprie la pensée. Cette pensée qui est toujours amoroso pensamento, écrit Dante dans ses rimes, pensée amoureux. Je m'arrête là, incapable d'expliciter plus avant les conséquences hautement spéculatives de cet intellect d'amour. Je me contente juste de signaler une différence cruciale entre Guido Cavalcanti et Dante Alighieri, et qui explique effectivement pourquoi le second s'éloigne du premier dans la comédie. Le premier, Cavalcanti, chante la terrible mésaventure d'un sujet qui ne peut que succomber dans la contemplation du fantasme, s'abolissant dans l'instant même de son acceptation. D'où l'image que je citais précédemment de cet homme qui devient comme la statue de lui-même. Le second se consume, lui aussi, dans l'image, l'imago désiré de Béatrice. Mais il va au-delà de son expérience individuelle
en traquant la renaissance du fantasme sur le plan de l'éternité et sur le plan de l'espèce. Et c'est tout l'enjeu, tout le mouvement du paradis. Or, celui-ci, le paradis, n'est que l'aboutissement de ce point de départ, au fond, de cette amorce des deux premiers vers de la comédie, Nel mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais. Nous, je. C'est cette alliance, c'est cette conjointure entre le nous et le je qui amène l'avéroïsme de Dante à construire une philosophie politique universelle, dans laquelle ce qui définit l'espèce humaine, c'est l'inhérence d'une multitudo à la puissance de la pensée. Ainsi, dans ce passage de la Monarchie 1.3, puisque la puissance de la pensée ne peut être intégralement et simultanément actualisée par un seul homme ou une seule communauté particulière, il est nécessaire qu'il y ait dans le genre humain une multitude à travers laquelle la puissance tout entière soit en acte. Multitude est évidemment un mot qui, dans la philosophie politique contemporaine, rencontre un écho aussi puissant qu'il est équivoque, car l'empire auquel Dante aspire dans la Monarchie n'est évidemment pas celui à l'âge duquel Michael Hart et Tony Negri pensaient leur projet d'émancipation politique par la multitude. On peut d'ailleurs discuter pour savoir si multitude désigne dans ce passage une multitude d'hommes ou les hommes dans leur multitude. Mais encore une fois, seules m'importent ici les conséquences de cette théorie de l'intellect sur l'organisation politique. Si la multitude n'est pas seulement le moyen d'une actualisation exhaustive de la pensée, c'est-à-dire que je ne sais pas tout, mais ensemble, on pourra compléter le savoir. Si la multitude n'est pas seulement le moyen d'une actualisation exhaustive de la pensée, mais son dépositaire, si le véritable sujet de la pensée, c'est l'humanité pensante, si c'est le genre humain qui doit tout entier s'atteler à cette tâche qui lui est propre, alors, et je cite Jean-Baptiste Brenet, les hommes ont une fin commune qu'ils doivent réaliser en commun, ils sont ordonnés à un acte qui n'est réalisable que collectivement. Ce qui signifie que c'est dans un rapport aux pensées de chacun, prises ensemble, qu'une perfection complète de l'intellect est envisageable, fermez les guillemets. Dès lors, cette multitude ne peut pas être seulement une multiplicité éparpillée de singularités. Dante, d'ailleurs, le dit aussi dans son traité de l'éloquence en langue vulgaire, puisque d'évidence, à l'homme seul, il est donné de parler. Donc, cet intellect possible est appareillé au langage. Il convient donc de bâtir non seulement une langue commune, mais une communauté formant un vaste corps cogitant et coagissant, puisque, toujours pour suivre Jean-Baptiste Brenet, mais cette fois-ci dans un autre livre qui s'appelle « Je fantasme », la pensée arabo-latine de l'universel pense au Moyen-Âge du même mouvement, la cogitatio et la coagitatio, leur assignant une racine étymologique commune. Nous pensons, donc nous agissons ensemble. Mais comment penser ensemble ? Comment agir ensemble ? Autrement dit, comment dans l'ordre politique construire du commun ? Sans doute a-t-il existé dans l'Italie communale des théoriciens du bien commun qui professaient ce qu'Ernst Kantorowicz, dans Les Deux corps du roi, a appelé un corporationnisme extrême et radical, c'est-à-dire une conception théologico-politique de l'absolue subordination des biens particuliers aux biens communs. Elle s'exprime notamment en 1301-1302 dans le De Bono Communi de
Remigio dei Girolami, qui est lecteur au couvent dominicain de Santa Maria Novella à Florence, et donc dans son traité, d'inspiration évidemment thomiste, il joue constamment du glissement entre deux expressions qu'il feint de considérer comme interchangeables, pro bono communi, pour le bien des membres de la communauté, et pro boni communis, pour le bien de la commune. C'est un tour de passe-passe à peine visible, note Quentin Skinner, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce tour de passe-passe, il est rendu possible en langue par le fait que, avant de caractériser un régime politique, le terme de commune est longtemps resté un substantif désignant tout ce qu'on fait en commun. Bon. Mais il ne s'agit pas seulement de repérer comment une subtile tectonique doctrinale agite les frôlements d'un monde de texte. Encore faut-il tenir compte en historien des effets de contexte. 1301, 1302, ai-je dit. Mais le contexte, 1301, à Florence, est particulièrement lourd, prégnant. Le 8 novembre 1301, les guelfes noirs de Corso Donati et de Charles d'Anjou prennent le pouvoir à Florence, et pour le chroniqueur Dino Compagni, militant de la cause du popolo, ce n'est pas seulement la chute d'une faction, la sienne, celle des prieurs blancs, celle aussi où s'était engagé Dante, c'est la ruine de ses idéaux. Et voilà pourquoi il a tenté de la prévenir, Dino Compagni, en rassemblant un mois plus tard, donc en octobre 1301, les citoyens au baptistère San Giovanni et leur adressant ce discours: « Chers et valeureux citoyens, vous qui avez tous reçu en commun le baptême sacré sur ces fonds, la raison vous force et vous contraint à vous aimer comme des frères chéris. Et cela également parce que vous possédez la plus belle ville du monde. Fraternité, vaillance, fierté civique, amour de la patrie. » Nous aurons évidemment à revenir sur l'histoire de ces valeurs pour saisir effectivement cette autre politique de l'amour qui façonne la communauté émotionnelle de ceux qui sont prêts à mourir pour la patrie. Parce qu'ils ont été baptisés en commun. C'était ainsi à Florence. On baptisait ensemble une classe d'âge. Et Dante s'en souviendra toute sa vie. Et les citoyens sont donc voués à l'amour fraternel. Sans doute ne sommes-nous pas loin ici de l'idée que se faisait Max Weber de la communalisation. Tandis qu'au nord, les communes se fondaient comme des associations d'individus, la présence de la noblesse en Italie y imposait un autre modèle, celui de la fraternisation des groupes familiaux, dont la matrice chrétienne est évidemment plus prégnante. C'est aussi les grands mouvements de pacification et de fraternisation par les ordres mendiants, conjuration donc initiale qui peut se réactualiser par la pratique des serments collectifs renouvelés. Donc, plus précisément, ce qui est en jeu ici, c'est, je dirais, l'onction chrétienne, puisqu'on parle du baptême en commun, l'onction chrétienne de l'idée aristotélicienne de bien commun, telle que l'actualisent les très nombreux commentaires médiévaux de l'éthique à Nicomaque, qui prennent à partir des années 1270 un tournant de plus en plus normatif. Mais c'est bien à partir de l'amitié que se pense la concorde, et partant le bien commun de l'État. Je cite Bénédicte Serre, qui en a produit le commentaire savant de ces commentaires justement médiévaux de l'éthique à Nicomaque. Les communautés amicales se ramènent, se réduisent à la communauté politique qui les contient toutes. Elles lui sont ordonnées. Pour Thomas d'Aquin, le lien amical ne prend place qu'en fonction du lien politique configuré dans cet ordo politicus. Reste que, dans son fonctionnement et dans son expression que je dirais plus ordinaire, plus routinière, la commune italienne est davantage cicéronienne que thomiste. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que dans ces mêmes années 1260, se développe cette littérature politique qu'on appelle d'ars dictaminis, qui mobilise un savoir pratique de la conciliation à destination de ces professionnels de l'arbitrage que sont les consuls, les podestats et d'une manière générale les magistrats de l'institution communale pour qui bien gouverner, c'est bien parler. C'est le cas d'Albertano da Brescia, dont on parlait justement la semaine dernière, mais aussi de Bono Giamboni, de Buoncompagno da Signa, et évidemment de Brunetto Latini, dont la Rhetorica codifie cette éloquence civique considérée comme une manière de faire advenir la concorde par la parole. Comment ? Eh bien, par un usage contrôlé, raisonné, tempéré de l'amitié, telle que Cicéron l'a décrite dans son De Amicitia. Mais comme l'a montré Carole Mabou dans sa thèse publiée à Rome en 2022 sous le titre « Cicéron et la commune », il ne s'agit pas de cette amicitia sentimentale et individuelle qu'exalteront les humanistes à partir des années 1370 et surtout au Quattrocento, faisant de l'amitié un dévouement désintéressé à l'autre, le support de la caritas et de la benevolencia. Non, parce que ce sentiment dont on a vu ensemble, la vraie amitié, s'aimer d'amitié, qui est très proche donc de l'emportement amoureux, celui effectivement qu'exaltent les humanistes au XIVe et XVe siècle, il prépare, on le comprend, l'amour du sujet pour son prince. Mais dans ce contexte communal du tournant des XIIIe et XIVe siècles, plus prudemment ou plus prosaïquement, il ne s'agit que d'amitié politique contractuelle, bricolée, balançant entre sentiments et associations raisonnées. Je cite Carole Mabou. Cette amitié obligeante peut être appelée par les auteurs civile, sociale ou politique. Elle est adaptée à l'imperfection humaine. Elle permet l'organisation vertueuse de collectivités de proche en proche. Concrètement, par exemple, Buoncompagno da Signa dit il suffirait peut-être pour faire commune d'accueillir et d'adopter les amis de vos amis. Ce serait déjà pas mal. Bon. Il n'y a pas d'effusion passionnelle là-dedans. Aucun sentiment emporté n'est exigé. Ça tolère les inégalités, l'indifférence, voire une certaine dose d'inimitié. C'est ça qui est intéressant dans la commune, c'est que c'est quand même une institution assez réaliste, assez modeste au fond, car ce n'est qu'une institution sociale qui témoigne d'alliance, de liens de patronage et d'engagement solidaire. Car qu'est-ce au fond que la commune, sinon une communauté de communes, plus attentif désormais à l'hétérogénéité de sa consistance politique, à la nature contractuelle des liens de pouvoir. Les historiennes et les historiens de l'Italie communale insistent davantage sur le pluralisme de ses formes. C'est vrai du point de vue social, parce que la société est faite d'une agrégation plus ou moins articulée de parentèle, de voisinage, d'associations jurées, de partis, de clientèle, de solidarité de métiers. Et toutes ces compagnies qui forment la nébuleuse des villes, des consorteria, eh bien, ont une part, au fond, de la puissance publique. C'est vrai du point de vue urbain. La ville apparaît comme une juxtaposition faite de chevauchements, d'emboîtements, de territoires lignagés, avant que les révolutions du public ne viennent très tardivement et très imparfaitement les unifier. C'est vrai du point de vue politique, puisque l'ingénierie administrative est caractérisée par le pluralisme judiciaire, le polycentrisme. C'est vrai aussi du point de vue culturel, parce que la diversité des langages politiques, sur laquelle insiste encore une fois aujourd'hui l'historiographie, est bien loin de la conception idéale que se faisaient les historiens romantiques de la commune italienne. Ah, peut-être que vous trouvez ça décevant. Et ça peut l'être, en effet, si l'on cherche dans l'expérience communale ce que Jean-Paul Sartre appelait dans Critique de la raison dialectique un groupe en fusion.
savez, lorsque un collectif tombe amoureux de sa propre puissance, lorsqu'il est porté à l'incandescence par ce que Jean Jaurès appelait une situation de haute température historique, disons une révolution, puisqu'il s'agit de ça, et que c'est la prise de la Bastille que Sartre hallucine. Alors se produit cette configuration totalisante qui désectorise le social. Mais cette effervescence n'a qu'un temps. Le groupe en fusion, par définition, il est instable, et pour qu'il ne s'effondre pas, pour qu'il ne se laisse pas submerger par la peur de sa propre destruction, il lui faut limiter sa liberté du dedans, en produisant, je cite Sartre, dans la réciprocité médiée, sa propre inertie. Et c'est alors que le groupe en fusion devient un groupe assermenté. Et là est le danger, parce que là est la déception possible, dès lors qu'il s'agit pour la commune de vaincre la durée, de résister à ces temps faibles. Alors oui, c'est décevant, car si dans la gamme des expériences politiques du Moyen-Âge, le moment communal est sans doute celui qui réalise le plus intensément ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une potentialité démocratique, au moins nous permettra-t-il de nous souvenir que l'horizon de toute démocratie, c'est la déception. C'est-à-dire que le fonctionnement régulier des pouvoirs urbains dans l'Italie communale, dès lors qu'on tente de l'appréhender au ras des pratiques sociales et non pas dans le ciel éthéré de la métaphysique de l'amour, ne se laisserait décrire que par le jeu des amitiés politiques, des inimitiés. Car il est vrai que dans les sources de la pratique, ce qui domine est plutôt la mention de l'odium sous toutes ses formes, le temps de la haine. C'est ainsi qu'Élisabeth Crouzet-Pavant désigne la première moitié du XIIIe siècle, ce moment politique marqué par des luttes sociales importantes qui précèdent des conquêtes du popolo dans les années 1250. Et cette culture de la haine, elle effectivement s'exprime dans différentes pratiques sociales plus ou moins ritualisées. Et c'est d'ailleurs, au fond, jusqu'au bannissement, jusqu'à cette institution d'une société qui était une société du conflit et qui est en train de devenir une société de l'exclusion, le bannissement. Et au fond, c'est ce qui provoque chez Dante ce sentiment violent de désamour pour sa cité, l'amenant à convertir sa poésie amoureuse en arsenal de ses vengeances, faisant de l'enfer une longue suite de vitupérations. Il y a bien, c'est vrai dans la société communale, un vinculum concordiae, un lien de concorde qui la fait tenir ensemble, qui rassemble les citoyens sans les entraver, un lien qui libère, en somme, mais qui n'est en rien un lien d'amour. Ce ne sont pas les citoyens qui sont tenus d'aimer la communauté politique, ce sont leurs dirigeants qui doivent manifester leur amour pour le bien commun, c'est-à-dire le prouver par des actes tangibles. Parce qu'en matière d'amour politique, oui, il n'y a que des preuves d'amour. Dès les origines de la commune d'ailleurs, au moment de ces improvisations institutionnelles au cours desquelles les consuls marchaient comme des somnambules, écrit Chris Wickham, vers un monde nouveau qu'il n'avait pas prévu et qu'il n'anticipait pas. Eh bien, le langage de l'amour est évoqué. Ainsi, lors de la grande assemblée pisane de 1153, il y a un parlement, parliamentum, où les consuls disent agir pour le compte de la commune, sont invités à l'aimer d'une intime charité afin d'en préserver l'honneur. Et ce vocabulaire de l'amour, de l'honneur, est très présent dans l'Ars Dictaminus, et notamment dans ces manuels, mais qui sont, je le répète, destinés aux magistrats de la cité, c'est aux élites à aimer le bien commun. Et pour Jacques de Viterbe, ils doivent être amoureux de l'équité autant que de la justice. Les voici donc, les amoureux du bien public. C'est le titre de la séance d'aujourd'hui, les amoureux du bien public. Sauf que dans la chanson de Georges Brassens, ils se bécotent et ont des petites gueules bien sympathiques, alors que là, ils se présentent le visage bien plus austère de magistrats qui sont soumis à un amour obligé et de nature toute politique. Ce n'est assurément pas le Cantique des Cantiques que l'on évoquera ici, mais un autre livre biblique attribué à Salomon, le livre de la sagesse, qui s'ouvre par ce premier verset,
diligete justitiam vos qui judicatis terram, aimez la justice, vous qui êtes les juges de la terre. Aimez la justice, vous qui êtes les juges de la terre. Comme l'a montré Rosa Maria Dessi, cette parole biblique, c'est le fil rouge de la communication politique des communes italiennes du XIIIe et XIVe siècle, et sert des XIIe et XIIIe, et sert de lieu commun à tous les sermons, les discours, les harangues sur la justice des saints urbains, des pacificateurs, évidemment Saint François d'Assise, mais aussi de bien d'autres acteurs sociaux. Et on en appréciera, par exemple, la diversité dans cette mention fugace au détour d'une vie de saint. Il s'agit de la vie de Raimondo Zanfoni, écrite par un certain maître Rufinus, Magister Rufinus, chanoine de Plaisance en 1212. Elle raconte comment un cordonnier de Plaisance, qui s'appelle Raimondo, qui a reçu de Dieu la science sacrée, et avec elle le pouvoir de parole et de prudence dans le gouvernement, mais surtout qui s'est exercé à cette parole prudente auprès de différentes assemblées, allait de tribunal en assemblée, la croix sur l'épaule, tel un nouvel Élias, inciter son auditoire à l'amour de la justice en citant le verset de Salomon. C'est ainsi qu'il fut élu arbitre et pacière, donc faiseur de paix, de Plaisance, car il parvenait à apaiser les conflits et défendait ainsi les populaires contre les magnats et les mauvais juges. Aimez la justice, vous qui êtes les juges de la terre. À Sienne, on lit ce verset du livre de la sagesse sur un cartel que tient l'enfant Jésus sur les genoux de sa mère en majesté, la Maesta, peinte par Simone Martini en 1315. Et si, depuis cette grande salle de la MapMonde, on accède à une autre, plus petite, où se réunissait le gouvernement des Neufs, la Sala della Pace, on la retrouve encore, nimbant en lettres d'or la grande allégorie de la justice. C'est sur le mur nord peint à fresque par Ambrogio Lorenzetti en 1338, lorsque l'on croyait pouvoir encore affronter en peinture la tyrannie qui vient, lorsqu'on croyait pouvoir encore faire assaut de beauté et d'intelligence collective contre la subversion du pouvoir autoritaire. Parce que, évidemment, et on en parlera, le Seigneur ne s'impose pas par la contrainte, mais par une séduction suave, doucereuse, à Sienne comme à Florence, comme ailleurs en Toscane. Il commence à se faire désirer. C'est fou comme les hommes forts veulent qu'on les aime vraiment. Ceux qui devaient être avertis de ce danger étaient d'abord les dirigeants de la commune. Voilà pourquoi la salle de la paix se faisait la chambre d'écho de cet appel salomonien, rebondissant sur les 3 murs peints que rythmait une chanson politique et qui disait « Voliete gli occhi, tournez les yeux pour admirer, vous qui régissez, vous qui régnez, celle qui est figurée ici, la justice. » Et tiens, revoilà justement la poésie de Dante, poésie d'amour et de chansons engagées, puisque l'écho est ici avec la reprise de l'incipit d'un de ses sonnets, « Voliete gli occhi a vedere qui mi tira, tournez les yeux pour voir qui m'entraîne. » Bon, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas amené dans la salle de paix. Tournons les yeux de Sienne, tournons les yeux, nous aussi, une fois encore, pour prendre des nouvelles d'abord de cette paix qui regarde, mélancolique, son monde peut-être se défaire, et puis de nous aussi, prendre des nouvelles de nous dans son regard. Peut-être s'agit-il d'ailleurs d'amour ici, quand même, lorsque le prédicateur Bernardin de Sienne parlait de cette fresque, mais bien plus tard, en 1425, sur le Campo, lorsqu'il en parlait sans la voir, mais en imaginant que ceux auxquels il s'adressait l'avaient tant vue qu'ils pouvaient la commenter, je dirais, à froid, eh bien, c'était lors d'un sermon du cycle de Carême qui développait le thème du psaume 33, « Voyez qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter tous ensemble ».
ce qui était un bon jour pour parler de concorde civique, ce qu'il fit en annonçant préalablement sa division, premièrement la concorde, deuxièmement l'amour de son prochain, troisièmement l'amour entre la femme et le mari. Et oui, c'est donc qu'il y a tout de même un lien. Je n'y ai sans doute pas suffisamment prêté attention jusque-là. Et aujourd'hui, après tout ce que nous nous sommes dit ensemble, reconnaissez que nous regardons d'un autre œil au-dessus de la tête de ce grand personnage, figurant le magistrat sévère qui, pour incarner le bien commun et ainsi devenir souverain, doit aimer la justice. Nous regardons d'un autre œil la caritas, qui est une de ces trois vertus théologales qui planent au-dessus de nos têtes pour justifier nos actes. Alors évidemment, la force politique de cette image, elle réside moins elle dit quelque chose de fondamental pour nous, c'est que le bon gouvernement réside moins dans la sagesse de ses principes que dans l'efficace de ses effets. Donc, au fond, on ne doit pas regarder trop longtemps ces vertus théologales. Mais quand même, il y a la fides, la foi et la fidélité qui portent la croix. Il y a la spes, l'espérance qui contemple le visage du Christ. Et entre, il y a la caritas qui tient sa fine baguette et son cœur enflammé. Alors, évidemment, elle a l'air un peu revêche, c'est entendu, mais c'est quand même aussi beaucoup le mauvais état de la peinture qui l'assombrit. Mais si on s'approche et si on l'éclaire un peu, reconnaissons tout de même qu'elle est très dénudée pour une charité, qu'elle est très désirable, que ce trouble dans la caritas, on le ressent plus nettement encore si l'on regarde en détail une autre charité peinte par Ambrogio Lorenzetti 3 ans avant et qui en est d'évidence le modèle iconographique, celle de la Maesta de Massa Marittima, Ambrogio Lorenzetti, 1335. L'historien Donato Piravano l'a tout récemment étudiée, la reprochant de la nouvelle iconographie giotesque de la charité, dans un livre paru en 2023 et intitulé « La nudità di Beatrice ». Ben oui, parce que, de manière, à mon sens, convaincante, il rapproche cette image de celle poétique de la Béatrice de Dante, dont la nudité à peine voilée doit être interprétée comme une expression de l'érotique de savoir. C'est la vérité. C'est le désir de la vérité, conjoignant l'amour, la connaissance et la beauté. Et nous voilà d'ailleurs ramenés au premier poème envoyé par Dante à ses amis en 1283, au premier poème qu'il commente lui-même dans sa Vita Nuova, à Ciascuna Alma, décrivant ce rêve amoureux en attente de son interprétation, où son cœur brûle, comme ici, c'est un cœur qui brûle, et qu'elle tient de la main gauche, et mangé par sa craintive, écrit-il. On n'en a donc décidément jamais fini de regarder les images. Et si l'on tourne maintenant son regard vers la ville en paix, la ville pacifiée par la justice, où est l'amour? Alors évidemment, ce n'est pas effectivement une vision très ordonnée par la caritas, on y reconnaîtrait plutôt ce bricolage dont je l'ai parlé, des amitiés et des conversations. Et on se dirait alors qu'il est peut-être de bonne politique que de maintenir l'amour hors du champ du politique. Ce dont il est question ici, ce n'est pas d'amour, mais c'est de mariage. Une jeune femme à gauche quitte la scène pour aller à la noce. Et après tout, pourquoi pas? Parce que du côté funeste de la fresque, et toujours avec une robe rouge, c'est la guerre. Et cette guerre, elle est bien éloignée de cette guerre d'amour fantasmée par les troubadours. Là,
ce sont des femmes qui tombent sous les coups de la domination masculine, ce sont des viols de guerre qui font du corps des femmes la cible d'une politique d'humiliation systématique pour outrager la maison et le nom. C'est donc peut-être dans la perspective de ces mariages à la Florentine dont Christiane Clapiche-Joubert s'est faite l'historienne et dont on avait parlé la première séance, qu'il faudrait voir la scène rituelle réglée par des arrangements familiaux, où le cortège nuptial est une manifestation pacifique d'alliance, mais où nous ne sommes jamais très loin pourtant de la démonstration de force. Mais où va la belle fiancée à la robe rouge? Et qu'en pensent les autres jeunes filles qui la regardent, dont l'une semble consoler l'autre? Et les jeunes hommes au regard indéchiffrable, qu'en disent-ils? Mon collègue et ami Éric Bourdonneau, spécialiste de l'Arkhmer, et qui sait par conséquent décrypter les images d'union terrestre et divine, me reprochait amicalement d'avoir un peu négligé, ou en tout cas escamoté, dans le livre que j'ai fait il y a 10 ans maintenant, la fiancée. Alors sans doute qu'effectivement ce cortège nuptial, il se déploie amplement de l'autre côté, celui du contado, qui est l'expansion champêtre. Oui, mais à rebours, elle partait de l'autre côté, hein, la mariée en rouge. À rebours, la jeune femme en rouge, vous la voyez dans le coin, elle se dirige vers le mur nord, vers les allégories. N'est-ce pas alors avec le grand personnage qu'elle aurait rendez-vous? Il n'est vraiment pas de son âge. Et l'on comprendrait mieux alors pourquoi les jeunes androgynes dansent au milieu de la ville, qu'ils pratiquent peut-être cette conduite de bruit qu'on appelle en Toscane la mattinata, sorte de charivari qui proteste rituellement contre les mariages mal accordés. Peut-être y a-t-il là, et j'avoue que je n'y avais pas pensé, quelque chose qui se passe hors scène, assurément. Mais c'est d'ailleurs avec l'obscène que nous aurons rendez-vous la semaine prochaine, et peut-être est-ce là où l'image nous amène. Il faudrait demander son avis à la jeune fille à la fenêtre qui la regarde passer, pensive, ou, si on ne peut pas l'interroger, regardez ce qui se passe aux fenêtres, aux balcons, sur les terrasses, y regarder quelques détails qui évoquent discrètement quelques dimensions érotiques. Voici une jeune fille qui arrose ses plantes. N'y voyez pas de mal. Là, sous un autre balcon, une hirondelle qui fait son nid et dont on ne perçoit que la queue. Et à une autre fenêtre, une cage d'oiseaux. Sauf que l'oiseau s'est envolé. C'est bien ce que ça veut dire dans les fabliaux et les histoires un peu lestes, quand l'oiseau s'est envolé. Alors est-elle vraiment vierge? La jeune fille soumise à ses noces politiques, se demande peut-être la jeune fille à la fenêtre. Alors merci de me le rappeler. Je devais vous parler du vol des grues chez Dante. Et cet oiseau envolé me permettra de le faire en un mot pour terminer. Vous vous souvenez que les grues s'alignaient en bon ordre au 5e livre de l'Enfer? Eh bien, c'est que depuis saint Ambroise de Milan, décidément, je retrouve tous mes doudous aujourd'hui, ces échassiers symbolisent le bon ordre politique où chacun veille à tour de rôle, où chacun se relaie lors de son vol migratoire, où chacun est le guide de l'autre sur le chemin de la rectitude morale, stylistique et politique. C'est comme ça, effectivement, que volent les grues. Mais ce n'est pas ainsi que l'amour ordonne l'histoire. L'amour, comme l'histoire, comme Paolo et Francesca, arrive à pas de colombe,
Elle fait avec la chronologie des colliers de colombes, pour reprendre le nom du traité d'Ibn Hazm dont nous avons parlé ensemble. Et donc, ce qui me touche là, dans cette manière de se mettre à l'école des oiseaux chez Dante, c'est de saisir comment, au fond, toute démarche de connaissance est aussi une recherche de la forme, belle, si possible, mais signifiante en tout cas. Voyez le vol des étourneaux. Le balai qu'ils forment dans le ciel semble de grands drapés éphémères qui dessinent des figures soudaines dont ils ne peuvent deviner le pouvoir d'évocation ici-bas. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'avais très envie de vous parler d'un livre pour terminer. Je ne sais pas pourquoi, sinon simplement peut-être parce que c'est l'un des plus beaux qu'il m'ait été donné de lire récemment sur la mémoire et l'histoire. C'est La mémoire délavée de Natasha Apana, qui veut raconter ses grands-parents et qui, pour cela, doit chercher une forme. Et pour trouver cette forme qui va conjoindre effectivement en une poésie du savoir la connaissance et la beauté, elle regarde les étourneaux parce qu'elle rêve d'un livre qui dirait le passé, le présent et tout ce qu'il y a entre. Alors elle regarde gonfler dans le ciel les formes liquides du vol des étourneaux, car elle cherche, je cite et je termine par là, quelque chose de palpable qui serait visible de loin et qui manifesterait de la complexité à l'envers et de la simplicité à l'endroit. Et c'est, je crois, une belle définition de ce que pourrait être une poésie du savoir, de la complexité à l'envers et de la simplicité à l'endroit. Merci et à la semaine prochaine.